Donc, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va débuter tranquillement. Les gens commencent à se connecter. On vient tout juste de débuter aussi l'enregistrement. Donc, je me présente officiellement, Dominique Cyr. Je suis agent du Fonds EcoLeader pour la région de la Gaspésie. Ça me fait plaisir que vous soyez là. C'est déjà notre dernier déjeuner virtuel de l'année, d'une série de 3 qu'on a entamé dès l'automne pour essayer de retrouver un peu ce sentiment de se retrouver dans une activité, que tout le monde puisse se voir, qu'on puisse discuter aussi de sujets d'actualité dans la région. Donc, comme vous le voyez, le concept se veut très simple. En fait, c'est de discuter aujourd'hui autour d'un sujet qui est les technologies propres. Et pour ce faire, on a invité 2 invités. J'entends juste un micro ouvert. Excellent, merci. Donc, on a invité aujourd'hui M. Guy Pardiac du pôle des technologies propres de la Gaspésie à venir présenter le rôle des technologies propres dans le développement de la région. Et on a également Audrey Sommet, qui est chargée d'affaires chez Ecotech Québec, qui va venir nous parler, nous introduire un peu à qu'est-ce qu'une technologie propre, où ça en est présentement au Québec et donner quelques exemples en Gaspésie. Donc, je vais juste prendre un instant pour vous présenter un petit peu le plan de match de la rencontre. Le but aujourd'hui, c'est aussi qu'on vous invite à ouvrir votre caméra, ouvrir votre micro quand vous avez des questions. On essaie un peu de recréer ce sentiment-là de présentiel avec le concept de déjeuner virtuel. Donc, c'est super important pour nous. Si à tout moment vous voulez poser une question, n'hésitez pas à tout simplement ouvrir votre micro, poser vos questions à nos 2 invités d'aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez aller plus loin après ce déjeuner, parce qu'on est très conscient qu'une heure, c'est très court, surtout pour un sujet aussi complexe que les technologies propres. Mais c'est super important que vous sachiez que c'est toujours possible de prendre plus de temps après ce premier déjeuner brise-glace, notamment par rapport au Fonds EcoLeader, parce que le Fonds EcoLeader, c'est un programme gouvernemental qui est disponible pour vous aider. Il y a tout un volet pour les technologies propres, notamment. Vous pouvez aller notamment chercher jusqu'à 50 000 soit 50 des dépenses admissibles avec le Fonds EcoLeader. Par exemple, l'embauche d'un expert ou d'un consultant dans la réalisation de plans d'action, que tout ce qui a une finalité finalement d'identifier une technologie propre en vue de l'acquérir. Parce que vous savez, Audrey va vous en parler un petit peu plus en détail, Audrey Sommet d'Ecotech Québec. Mais il y a tout un processus aussi avant d'acquérir une technologie propre. Des fois, ça peut nous apparaître gros. On peut souhaiter aller valider qu'une étude préalable pour le faire. Donc, le Fonds EcoLeader peut vous aider à financer une partie de ce genre de projet d'études. D'ailleurs, pour donner quelques exemples, et Audrey aura aussi des cas concrets qui sont réalisés dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. On a notamment diagnostic et audit des pratiques, processus et des procédés actuels, l'évaluation des occasions d'acquisition d'une technologie propre, la désignation des barrières empêchant l'acquisition de technologies propres et l'implantation des technologies propres. Possibilité également de faire financer différentes études comparatives pour voir quelle technologie propre serait la plus appropriée et finalement des études techniques de préfaisabilité ou de faisabilité. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est quelques exemples. Et voilà. Donc, si jamais vous auriez des questions par rapport au Fonds EcoLeader, n'hésitez pas à nous faire signe. Je pense que c'est une belle opportunité si vous aviez un projet en tête pour valider comment ça pourrait s'appliquer à votre projet de technologie propre. Autrement, on aime tout le temps, on aime toujours prendre un petit moment pour casser la glace. On a la chance, comme c'est pas une formule webinaire, c'est vraiment une formule de déjeuner, de pouvoir savoir qui est là, savoir vous êtes dans quelle organisation. Très brièvement, on vous invite environ à 30 secondes à vous présenter. Je vais y aller à tour de rôle avec qui je vois à l'écran. Donc, tout simplement de mentionner votre nom, votre organisation et vos fonctions. Voilà. J'inviterai d'abord Audrey Morin à se présenter. Oui, ben bonjour, Audrey Morin, je travaille pour Accès Microcrédit Gaspésie. On est basé à Bonaventure, mais on fait l'ensemble de la région. On dessert l'ensemble de la région et bientôt les îles de la Madeleine. Donc, mon rôle, c'est agente de développement. J'accompagne les entrepreneurs dans leur parcours entrepreneurial, peu importe la phase d'intervention. Voilà. Excellent, bienvenue Audrey. Merci. Je passerai la parole à Ariane Pagé. Ariane, est-ce que tu nous entends?
On pourra revenir à toi, Ariane. Je vais passer la parole maintenant à Annie Boudreau. Oui, bonjour. Moi, c'est Annie Boudreau. Je travaille à la SADC de Baie-des-Chaleurs. Je suis conseillère au financement plus au niveau des entreprises. Excellent. Bienvenue, Annie. Merci. Je passerai maintenant la parole à Geneviève Brulin des Jardins Amaryllis. Bonjour, je suis coordonnatrice pour les Jardins d'Amaryllis, le complexe de serre à Lens-à-Griffon et les jardins à Prével. On est une petite entreprise qui vient de commencer. Une première culture en champ ont été commencées l'an passé et on est actuellement en test pour les serres. C'est tout. Super. Bienvenue, Geneviève. On va avoir l'occasion d'ailleurs, je pense qu'Audrey Sommet va pouvoir parler un petit peu aussi du projet dans le cadre du Fonds Éco-Leader que vous avez pu faire financer. Donc, Oui. super content qu'il soit là. Merci. Je passerai la parole maintenant à Pascal Bergeron. Pascal, est-ce que tu nous entends? Pascal ne semble pas nous entendre pour l'instant. On reviendra à toi, Pascal. Je passerai la parole à Sophie Desbiens. Oui, bonjour, moi c'est Sophie Desbiens pour Produits forestiers Temrex. Je suis coordonnatrice en gestion environnementale. Bienvenue, Sophie. Je vais faire un deuxième essai du côté de Ariane Pagé. Je ne sais pas si Ariane, tu nous entends bien cette fois-ci. Bon, ça ne semble pas fonctionner. Et du côté de Pascal Bergeron, Pascal? Non plus. Excellent. On va compléter le tour de table de cette façon-là. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre première invitée. Vous savez peut-être que c'est nouveau pour vous, mais le Fonds Éco-Leader, c'est un programme qui se déploie à la grandeur du Québec et on a la chance de compter sur des partenaires solides qui sont connus à travers le Québec, notamment Écotech Québec, qui est un peu notre spécialiste en technologie propre au Québec et aussi dans le cadre du Fonds Éco-Leader. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Audrey Sommet, qui est chargée d'affaires chez Écotech Québec. Audrey, je te passerai la parole. Je pense que tu vas pouvoir nous introduire un petit peu sur les technologies propres. Excellent. Merci Dominique. Donc, bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous en virtuel aujourd'hui. J'aurais aimé être en réel, mais bon, on va dire que ça va attendre encore quelques mois avant de pouvoir avoir des rencontres, on va dire, plus personnalisées. Aujourd'hui, je vais vous parler des technologies propres. Je vais en fait présenter ce que c'est qu'une technologie propre. Je vais présenter quelques mots sur Écotech Québec. Je vais vous donner des exemples de technologies propres qui pouvaient être mises en place assez facilement dans les organisations. Et surtout, je vais présenter des cas succès de la région de Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent pour que vous voyez concrètement en fait, ce que ça représente d'implanter un projet de technologie propre. Puis, je suis vraiment contente que la dame du Jardin d'Amaryllis soit là, puisqu'on va présenter son projet qui est vraiment innovant et particulièrement, on va dire, novateur dans la région. Donc, on commence tout de suite par un bref rappel. En fait, vous voyez tous mon écran en fait avant que je… Oui, je pense que vous voyez tous. Oui, super. Ça fonctionne bien, Audrey. Excellent. Alors… Juste besoin de changer mes slides, parfait. Écotech Québec, qu'est-ce que c'est? Je pense que Dominique a très bien résumé ce qu'on faisait, mais en quelques mots, en fait, on est simplement la grappe des technologies propres du Québec. On existe depuis 12 ans maintenant, et notre but, c'est de rassembler l'ensemble des décideurs en technologie propre du Québec pour propulser le système de technologie propre et améliorer la compétitivité. Donc, on a plusieurs membres, plusieurs secteurs, en fait, tant des entreprises qui utilisent des technologies propres que des entreprises qui en développent. On a également des centres de recherche, des millions financiers, etc. Et notre but, c'est vraiment de propulser les technologies propres au Québec, mais aussi au Canada et à l'international. Justement, en fait, qu'est-ce qu'une technologie propre? Vous avez sûrement dû en entendre parler assez régulièrement dans les médias, notamment avec la sortie du plan pour une économie verte qui vient de sortir il y a à peine 10 jours. Qu'est-ce que ce terme recoupe en fait? Parce qu'on on entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement une technologie propre? En fait, c'est assez simple. C'est un bien, un matériau, un équipement ou un produit qui a deux effets. Le premier effet, c'est de diminuer les impacts environnementaux par rapport à sa contrepartie dans le marché. Et c'est aussi le deuxième effet qu'on mentionne moins, mais qui est vraiment très important également, c'est d'augmenter les impacts économiques et sociaux en fait. Donc, quand on utilise une technologie propre, on a une technologie qui est environnementalement responsable, mais qui est aussi économiquement viable et sociétalement bénéfique pour l'ensemble des participants qui l'utilisent. Pourquoi est-ce qu'on a intérêt à utiliser une technologie propre? En fait, il y a plusieurs bénéfices qui lui sont associés. Ça vient d'une étude en fait, qu'on avait réalisée en 2014 qui listait un petit peu tous les bénéfices associés. Le premier auquel on pense, c'est bien sûr la réduction des coûts.
puisqu'en général, les technologies propres permettent d'économiser sur les ressources ou de diminuer les déchets. Donc, on a vraiment une réduction des coûts globales qui arrive. En général aussi, et on va le voir plus tard dans le portrait des technologies propres, mais ce sont des technologies qui sont à la pointe de la recherche et développement. Donc, ça permet en général d'améliorer les performances techniques, d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, et ce sont aussi des technologies qui ont été pensées pour être durables. Donc, on constate également une augmentation de la pérennité chez les entreprises qui utilisent des technologies propres, ce qui est extrêmement performant au niveau des organisations. Il y a aussi des aspects un peu plus intangibles, je dirais, un peu moins techniques. On constate que les entreprises qui utilisent des technologies propres, en général, ont l'instauration d'un climat d'innovation à l'intérieur des organisations, parce que, comme je l'ai dit, les technologies propres sont en général à la pointe de l'innovation. Ça permet aussi d'attirer des talents ou de retenir son personnel, puisque en fait, les entreprises qui installent les technologies propres ont en général des fortes valeurs en développement durable. En général, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça, on voit de plus en plus que chez les jeunes générations, ça permet vraiment en fait d'attirer différents talents et d'être en phase en fait avec les valeurs, on va dire, notamment des milléniaux. Ce qu'on a vu aussi que ça permettait, c'est que ça améliorait l'image corporative, puisqu'en général, les entreprises qui utilisent des technologies propres, elles peuvent vraiment en bénéficier d'une image positive, à la fois dans les médias, mais également dans les cercles sociaux auxquels elles participent. Elles participent à des prix, elles ont des récompenses, on parle d'elles. Donc, ça permet d'améliorer l'image corporative globale de l'organisation. Et puis enfin, ça permet en fait d'avoir un positionnement accru dans la chaîne de valeur, tant du côté client que du côté fournisseur, puisqu'en fait, ce sont des technologies qui sont plus durables, plus pérennes, plus compétitives. Donc, ça a une valeur certaine pour les clients et pour les fournisseurs. En général, les motivations des entreprises pour amener des technologies propres dans leur organisation, c'est exactement ce que je viens de mentionner. Ce sont des motivations monétaires, puisque ça permet de réduire les coûts. Également des motivations au niveau des parties prenantes. Donc, en général, on a un impact des consommateurs qui souhaitent des technologies propres. Et puis, des motivations marketing avec un positionnement concurrentiel. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de technologies propres qu'on l'aurait souhaité? Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas une technologie propre chez soi? On a quand même plusieurs barrières à l'adoption. Donc, elles ont plusieurs bénéfices, ces technologies, mais elles ont aussi des inconvénients. En général, elles sont assez chères à implanter, donc on a un manque de budget. Ce n'est pas nécessairement une priorité de la direction, même si on a des bénéfices, mais ce n'est pas nécessairement une priorité d'instaurer un climat d'innovation. On est plus dans la recherche opérationnelle. Et enfin, c'est souvent des technologies trop risquées ou non prouvées. Et surtout, en fait, ce que je rajouterais, c'est que les gens ne connaissent pas ce qu'ils ne savent pas. Donc, les technologies propres sont en général peu connues des utilisateurs. Et c'est exactement la raison de ce webinaire et pourquoi je suis si heureuse de participer. C'est parce que je vais pouvoir en fait, vous présenter des technologies propres qui sont adaptées à tout type d'organisation. Super bien. Il y a aussi oui. un certain préjugé que les technologies propres, c'est un peu pour les grandes entreprises, Oui. mais au final, puis tu vas donner plusieurs exemples, c'est aussi pour des petites entreprises, des PME. Exactement, oui. Oui, il y a aussi le préjugé que c'est très gros. Là, on parle, en général, quand les gens pensent technologie propre, ils pensent champ d'éoliennes ou ils pensent récupération de chaleur massive. En fait, pas du tout. Les technologies propres, ça fait le beau parallèle avec ma slide, justement. Ça représente une belle diversité de sous-secteurs. Et en fait, c'est au cœur de la transition vers une économie verte. Et surtout, il y a une technologie propre, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de l'entreprise, finalement. Parce que, justement, il y a des technologies propres qui sont adaptées à toute taille. Justement, au niveau du Québec, en fait, il y a environ 350 entreprises qui sont dans le secteur technologie propre, donc qui développent et fabriquent des entreprises. Ça représente 9 000 emplois, 1 milliard de dollars de revenus annuels et 300 millions d'investissements, puisque, comme je l'ai dit, ce sont des technologies à la pointe de l'investissement. Et comme vous le voyez dans la partie droite de l'écran, elles sont vraiment dans tous les secteurs, dans tous les domaines, que ce soit l'énergie, l'écomobilité, le stockage et distribution, les sols, l'agriculture, etc. Une autre slide que je voulais présenter pour montrer à quel point elles sont vraiment adaptées à tous les secteurs, ce sont les marchés d'application des technologies propres au Québec. Donc, comme vous le voyez, on les voit dans le secteur manufacturier, on les voit pour la transformation agricole, pour le transport, pour les mines, pour la foresterie, pour les services publics, vraiment dans tous les secteurs. En fait, quelle que soit votre entreprise, c'est sûr qu'il y a une technologie propre qui est adaptée à votre organisation et à sa taille.
Au niveau des secteurs, je vais encore le répéter, puis je vais insister sur 3 d'entre eux, mais elles sont vraiment partout. On a la chance au Québec d'avoir plusieurs secteurs distinctifs qui sont vraiment extrêmement compétitifs, notamment au niveau de l'énergie, avec tout ce qui est mesures d'efficacité énergétique. Au niveau de la chimie verte aussi, donc tout ce qui est bioproduits, bioaliments, en fait bioproduits, biocarburants, ce genre de choses. Au niveau de l'écomobilité, on en parle beaucoup en ce moment de véhicules électriques. Il y a aussi également au niveau des sols à l'agriculture, de l'eau, de l'air et des matières résiduelles avec par exemple la biométhanisation, etc. Puis justement, en fait, ce que je voulais faire avant de passer au cas succès qui, je suis sûre, vont vraiment vous intéresser, c'est vous présenter plusieurs exemples de technologies propres qui peuvent être implantées dans les organisations, notamment au niveau de l'énergie. Alors, on peut par exemple penser à des chaudières à biomasse qui utilisent des granules de bois en fait pour chauffer des maisons. On peut penser également aux murs solaires qui utilisent en fait la chaleur du soleil pour se chauffer à l'intérieur. Donc, beaucoup d'entreprises ont développé ça partout à travers le Québec. Et on pense également à la récupération de chaleur, donc tout ce qui est en fait valoriser la chaleur qu'on a déjà payée pour chauffer. Au lieu de la rejeter dans l'atmosphère, on peut juste la réutiliser. Et donc, ça nous fait augmenter les coûts, en fait, puisque ça fait diminuer les ressources. Ce que je voulais insister, c'était aussi qu'il y avait la première étape. Avant d'implanter ces belles technologies, c'est important de faire un bilan énergétique pour savoir exactement ce qu'on consomme et ce qu'on produit, et s'il n'y a pas moyen de réduire sa consommation, en fait, avant d'aller vers les technologies propres. Et justement, il est admissible au financement du fonds Ecoleader, donc je vous invite à contacter Dominique si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Donc, l'efficacité énergétique, l'énergie, c'est une chose. Mais il y a aussi, à l'autre bout de la chaîne, les matières résiduelles. Ce qu'on aime beaucoup, c'est la valorisation des résidus organiques via les processus de biométhanisation. Donc, c'est en fait transformer ces déchets en énergie. Puis également la gestion et tri des déchets aussi. Donc, ça, c'est plus pour, on va dire, les plus grands organismes, mais ça se fait également de récupérer les déchets. Et enfin, ce que je voulais insister, c'est l'écomobilité. Parce qu'on parle souvent de véhicules électriques, de bornes de recharge, mais il y a aussi plusieurs véhicules électriques qui sont un peu plus gros que des voitures. Au Québec, en fait, on a la chance d'avoir une industrie de véhicules électriques qui est vraiment très performante. Et notamment, il y a plusieurs camions et même en fait, bus scolaires, etc., qui sont maintenant développés et qui sont 100% électriques et qui ont des performances vraiment impressionnantes. On a aussi des systèmes d'économie d'essence, en fait, qui sont moins durs à implanter qu'un véhicule électrique au total. Puis on a aussi des moteurs électriques qui sont aussi intéressants, en fait, si on ne veut pas changer toute la structure, on a juste à changer le moteur des installations. C'est vraiment intéressant. Maintenant qu'on a fait un peu le tour des exemples, j'aimerais m'insister sur quelques cas succès en fait, qui ont été faits dans la région, qui sont vraiment intéressants parce que ça concerne vraiment des entreprises de Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, puis des entreprises vraiment qui sont à taille humaine. En fait, ce n'est pas nécessairement des grosses entreprises. Donc, deux d'entre eux que vous voyez à gauche, ce sont des entreprises qui ont déjà implanté le projet et qui ont été faits avant le fonds Ecoleader. Et puis, celles que vous voyez à droite, en fait, ce sont des entreprises qui ont justement bénéficié du fonds Ecoleader pour faire des études. Donc, vous allez vraiment pouvoir voir à quel point le fonds Ecoleader est intéressant. La bergerie du Faubourg, en fait, c'est une agnellerie, alors en fait, un fournisseur d'agneaux, pardon, je ne trouve plus mes mots, mais en tout cas, ils sont producteurs d'ovins. Et ils ont remplacé leur génératrice de secours par une mini-centrale d'énergie avec des panneaux solaires et un système de stockage. Donc, ce que ça a permis de faire, en fait, c'est de réaliser des économies de près de 2000 litres de carburant et d'huile. Ça réduit les frais d'électricité, puisque maintenant, elle est produite par énergie renouvelable. Et puis, le système est quand même rentabilisé sur une période de 3 ans, ce qui est quand même vraiment bon. Puis, effectivement, au niveau de l'écosystème, ça réduit les GES et les risques de déversement de carburant, puisqu'on en utilise moins. Pour la fromagerie des Basques, ils ont, eux, implanté l'unité de biométhanisation pour traiter les effluents du lactosérum. Donc, c'est un sous-produit de fabrication du fromage. Ça a vraiment été intéressant, puisqu'encore une fois, ils ont pu produire leur propre énergie via le biogaz. Donc, quand on produit sa propre énergie, on économise vraiment l'huile en fait, qui aurait nécessaire pour opérer ces opérations. Et puis aussi, ça a permis, au niveau de l'écosystème, de réduire les charges organiques qui sont sinon déversées dans la nature et de réduire les frais de transport, puisque le lactosérum est directement implanté au sein de l'organisation, en fait, et non plus transporté. Maintenant, si on passe aux cas qui ont été faits par le fonds Ecoleader, l'épicerie-boucherie Relais Saint-Gelais,
voudrait en fait savoir si on peut avoir une serre sur son toit qui serait chauffée à l'année par les rejets thermiques des réfrigérateurs. Donc là, on est dans un cas typique de valorisation de chaleur. Et en fait, il faudrait vraiment déterminer si les rejets sont suffisants pour chauffer entièrement la serre et puis si en fait, le bâtiment va supporter le poids de la serre. Donc ça, c'est l'objectif du projet qui est en cours actuellement. Il y a plusieurs bénéfices économiques, environnementaux et sociaux qui vont découler de ça. Le premier, c'est que en fait, l'épicerie va pouvoir produire ses propres fruits et légumes. Donc, il va y avoir une offre bonifiée. Elle va bien sûr diminuer ses coûts, puisqu'en fait, elle va devoir, au lieu de les importer, elle va les produire sur place. Au niveau des bénéfices environnementaux, c'est lié, mais en fait, les émissions liées au transport des fruits et légumes importés vont diminuer. Et aussi, on va pouvoir valoriser les rejets de chaleur, au lieu de simplement les rejeter dans l'atmosphère. Puis au niveau social, en fait, ça va pouvoir renforcer l'autonomie alimentaire puisque la serre va être chauffée plus longtemps, en fait, et elle va permettre une production annuelle de fruits et légumes, donc, ce qui est très intéressant étant donné le climat dans lequel vit l'épicerie et boucherie Relais, qui est à Matane, pour information. Puis le dernier cas, en fait, c'est celui de l'auberge Amaryllis. Donc, c'est un producteur de fruits et légumes sans produits chimiques qui a vraiment un objectif de carboneutralité. Qui chauffe déjà ses serres en fait à la biomasse, mais qui aimerait les chauffer à l'énergie solaire pour consommer encore moins. Et donc, le but du projet, c'était d'obtenir des solutions de chauffage qui seraient adaptées et des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique. Le but, en fait, les bénéfices qu'ils voyaient, c'était vraiment réduire la consommation de combustible, donc 36 000 kWh, ce qui est vraiment très intéressant au niveau économique, et aussi d'accroître la surface des serres, puisqu'on pouvait mieux répartir l'énergie. Au niveau environnemental, c'était la diminution des émissions liées au chauffage à la biomasse également, puisqu'on partait de biomasse pour aller vers le solaire, et puis la diminution du transport lié au combustible qui est vraiment intéressant. Puis au niveau social, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que ça améliore la qualité de l'air pour les travailleurs, parce qu'on ne chauffe plus à la biomasse, on chauffe à une énergie qui est un peu plus, qui a moins d'émissions au niveau de la qualité de l'air. Et puis on peut également prolonger la saison de culture, en fait, puisqu'on peut chauffer plus longtemps. Et si la dame de l'auberge Amaryllis, je vois qu'on a une question ici. Dans le chat, je vais simplement aller la lire rapidement pour voir s'il y a une réaction. Justement, on a la chance d'avoir Geneviève Brunet, qui est coordonnatrice. Je ne sais pas si Geneviève, tu voulais rajouter un mot, présenter par toi-même votre projet? Actuellement, non. Non, c'est vraiment, c'est la base, là, oui. On n'est pas vraiment rendu plus loin. Je ne pourrais pas avancer un peu plus là-dessus. Là. Excellent. Puis est-ce que tu as un petit mot à dire sur l'entreprise en tant que telle, pour que les gens qui ne vous connaîtraient pas? Je crois que je l'ai dit en présentation, que c'est tout nouveau. Maintenant, on est certifié Écocert depuis octobre de cette année. Donc, c'est pas juste sans produits chimiques, c'est vraiment le concept complet Écocert. On est certifié biologique. Donc, tout ce qu'on fait est dans l'idée d'un processus écologique. D'où le fait du gros, là, de l'environnement et tout ça. C'est ça. Super. Merci pour le complément d'information. Je vais modifier ma slide pour y intégrer le fait que maintenant vous êtes certifié Écocert. Puis, en fait, ces deux cas leaders, effectivement, sont au stade de l'étude, mais c'était important de les mentionner pour voir tout ce que le fonds Éco-Leader pouvait apporter, en fait, en termes d'études de faisabilité. Donc, je pense que ça a permis, tant au niveau de l'auberge Amaryllis que de l'épicerie, en fait, bonifier le projet, aller chercher en fait des informations supplémentaires sur les bénéfices et en fait de savoir les prochaines étapes finalement. Donc, je pense que ça a permis de raffiner le projet pour ces deux organisations. En fait, au niveau de l'épicerie, je m'excuse. Oui, bien sûr, oui. Je me demandais juste au niveau de l'épicerie, c'est une curiosité, mais est-ce qu'il y a d'autres cas un peu similaires qui se sont faits au Québec dans le même ordre d'idée? Est-ce que vous savez? Oui, très intéressant comme question. Alors, le chauffage sur serre, oui, ça s'est fait dans d'autres cas au Québec, que je n'ai pas présenté nécessairement parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans les mêmes régions. Là, le chauffage par rejet thermique, c'est quelque chose d'assez intéressant pour cette épicerie, parce qu'en général, on parle plus d'un chauffage justement avec soit de la géothermie, soit avec... donc la géothermie, c'est chauffage par la terre, en fait, ou soit un chauffage comme l'auberge Amaryllis, donc avec l'énergie solaire. Le cas particulier de cette épicerie, c'est vraiment qu'elle a fait un chauffage par rejet thermique, en fait, donc par sa propre valorisation de chaleur.
Donc, il y a plusieurs cas de serre. Il y a aussi plusieurs cas de récupération de chaleur pour être réinjecté dans différentes affaires. Mais en général, ce sont des cas en fait, qui sont un peu plus grands. Donc, il y a plusieurs usines de pâte et papier, par exemple, qui souhaitent utiliser leur rejet thermique pour chauffer des serres. La particularité de cette épicerie relais et pourquoi c'est si intéressant, c'est que ça se fait au sein même de l'épicerie, en fait, puis ça va chauffer la serre sur le toit. Oui, c'est ça, c'est juste que C'est je vraiment vois cette option-là, je trouve ça innovateur. super génial, surtout, tu sais, je pense à des boulangeries petites, tu sais, qui pourraient, je trouve ça très intéressant. Effectivement. Ça a un peu coupé, mais de ce que je crois comprendre de ton commentaire, c'est que les boulangeries pourraient effectivement utiliser ça pour avoir des serres, etc. Puis ce serait vraiment intéressant. Donc c'est un projet qui vient juste de débuter, mais on a hâte en fait d'avoir les résultats parce qu'effectivement, il pourrait s'exporter pas mal partout, puisqu'en plus, ça permet de chauffer en climat nordique directement et d'avoir des serres à l'année finalement, et directement à l'intérieur des installations. Question complémentaire pour toi, Audrey. Est-ce que du côté d'Ecotech, vous avez documenté ou cartographié un peu ces exemples de projets-là pour que les gens puissent aller voir un peu quel genre de projet que c'est déjà réalisé au Québec? Alors pour les deux projets, excuse-moi, ça a un peu coupé, ma connexion est malheureusement pas aussi stable que j'aimerais. Mais pour les deux projets, les deux premiers, oui, ils font partie en fait des cas leaders du fonds EcoLeader. Donc on pourrait effectivement, je pourrais poster le lien dans le chat pour aller voir les projets en question. Pour les deux autres, ce sont des projets en fait qui sont encore en cours. Donc pour l'instant, il n'y a pas de documentation. C'est un petit peu nouveau, mais bientôt, effectivement, on pourra aller les consulter. Puis, excuse-moi, c'est peut-être parce que ça a coupé, mais est-ce que vous avez cartographié les autres projets dont tu parles qui sont réalisés dans d'autres régions du Québec? Est-ce que vous avez documenté ces projets-là puis c'est disponible pour consultation? Les deux premiers projets, oui. Excuse-moi, ça a dû couper, en fait. Les autres de l'auberge Amaryllis et puis de l'épicerie Relais Saint-Gelais, ils ne sont pas encore cartographiés parce qu'ils sont encore en cours. Et en fait, celui de l'auberge Amaryllis est terminé, mais le rapport n'a pas encore été envoyé, donc ce sera pour plus tard, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Parce qu'en fait, sinon, j'ai juste une slide de conclusion avant de passer à Guy. Donc, je serais ravie de prendre vos questions, puis même en tout temps, après la présentation de Guy, s'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Ah, je pense que j'ai une réaction dans le chat, donc je vais juste aller voir. Ah, c'était la question de cartographier l'ensemble des projets au Québec. Je vais répondre dans le chat. En fait, on a une carte de cas leader en fait, qui est accessible au fonds EcoLeader, que vous pouvez aller consulter pour tous ces projets-là, notamment les deux premiers que j'ai mentionnés, et qui va ensuite inclure les deux suivants. En fait. Donc, on essaye d'être le plus cartographiant possible, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, ça fait le tour de ma présentation aujourd'hui. Ce que je voulais conclure, en fait, mon message de fin, que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les technologies propres représentent des centaines d'innovations dans tous les secteurs, qu'elles apportent des bénéfices concrets et immédiats aux entreprises qui les adoptent et à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et puis qu'elles permettent d'augmenter la compétitivité tout en accélérant la transition verte. Donc, ça a vraiment de multiples bénéfices et ça accélère aussi la transition. Donc, merci beaucoup pour votre écoute attentive et pour vos questions. Je reste avec vous si vous avez d'autres questions par la suite. Puis sinon, vous avez mon courriel personnel pour me rejoindre s'il y a d'autres questions qui vous viennent après le déjeuner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Super intéressant. Puis d'ailleurs, je tiens à mentionner, on enregistre également la présentation. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent en rediffusion, n'hésitez pas à écrire à Audrey pour poser vos questions ou aller voir les cas qui sont disponibles sur le site d'Ecotech Québec. Merci, Audrey. Vraiment intéressant. Ça brise bien la glace pour l'activité d'aujourd'hui. Je vais maintenant présenter Guy Pardiac, qui est directeur général du pôle des technologies propres de la Gaspésie. Et c'est un petit peu le but des déjeuners virtuels. Souvent, dans nos activités, on a quand même cette tendance à inviter des gens de l'extérieur de notre région, mais pourtant, dans notre propre région, on a déjà une expertise. Donc, si Audrey Sommet est notre experte technologie propre au Québec, Guy Pardiac est définitivement notre expert à Gaspésie. Donc, sans plus tarder, Guy, je te passerai la parole. Tu me diras si ça marche bien pour partager la présentation. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Audrey, pour la présentation. C'était très intéressant de voir des cas, des applications aussi. En fait,
Moi, je vais vous parler aujourd'hui du pôle des technologies propres, puis des initiatives là, qu'on vise avec notre organisation. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon. C'est bon. Donc, le pôle des technologies propres de la Gaspésie, c'est une initiative, dans le fond, de la MRC du Rocher-Percé. Ça a été mis en place suite à une réflexion que la MRC a tenue avec la venue de la cimenterie sur son territoire. Ils se sont demandé comment on peut faire pour tirer parti des activités, dans le fond, de la cimenterie, comment on peut faire pour maximiser les retombées. Les emplois, la sous-traitance, ça, c'est intéressant. C'est bien, mais on peut-tu tirer parti davantage de cette grande entreprise-là qui va venir sur notre territoire? Ils ont commandé une étude de l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine. Puis les conclusions, dans le fond, de cette étude-là ont suggéré que, étant donné qu'à maturité, ou si on veut en pleine production, la cimenterie va quand même être un émetteur de carbone considérable au Québec. Donc, ce gisement de carbone-là, cette quantité de CO2-là qui va s'échapper, il y aurait moyen de la capter puis faire quelque chose avec. D'ailleurs, quand on regarde la situation du carbone au niveau planétaire, présentement, c'est également ce qui se passe. C'est un peu la course aux technologies, justement, pour capter, valoriser, faire quelque chose avec, diminuer l'empreinte des combustibles fossiles là, au niveau planétaire. Donc, ça a été ce qui est ressorti de cette étude-là. Ça a été confirmé par une étude de prospection par après. On a eu à Percé en mai 2018, il y a eu un colloque justement pour faire état de tout ça, puis d'amener des entreprises qui avaient des solutions, des technologies potentielles là, à proposer, à venir s'afficher. Puis, en 2018, dans le fond, le pôle a été créé pour travailler sur ce modèle, dans le fond, de symbiose industrielle, d'économie circulaire. Parce que dans le fond, ce qu'on vise à faire, c'est de prendre un rejet pour le valoriser. On va voir un peu plus loin comment on va faire ça. Le pôle, dans le fond, est constitué on a un conseil d'administration, on a des partenaires à l'intérieur de ça. Donc, on a la municipalité de Port-Daniel, Gascon, la MRC, bien sûr, du Rocher-Percé, celle de Bonaventure. On a le conseil régional d'environnement Gaspésie-les-Îles. On a la régie intermunicipale aussi des traitements des déchets là, à Grande-Rivière. Et on a les ciments mécanistes, on a aussi les communautés Micmac qui sont représentées par leur branche économique. Donc, les trois communautés aussi sont sur le conseil du pôle. Donc, ça, c'est notre conseil. On est 2 employés au pôle, moi, puis j'ai une personne avec moi qui s'occupe là, du volet plus technique là, qui sont reliés justement aux technologies. Tu permets juste pour vous mettre en phase sur, c'est tout un revirement de situation de nous amener à voir le carbone comme les émissions de carbone comme une ressource. C'est vraiment un changement de mentalité à 180 degrés. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui se fait à travers la planète? Écoute, Dominique, il se passe énormément de projets, d'initiatives parce que, en fait, les rencontres ou les protocoles les rencontres du GIEC puis tout ça, les fameuses COP, c'est l'ensemble des
si on veut, des organisations, des pays veulent limiter le réchauffement climatique pour tout ce que ça implique. Puis là, je ne vous parlerai pas de ça, vous êtes au courant de tout ça, mais de limiter l'augmentation de température, ça fait une des causes, c'est pas la seule, mais une des causes, c'est la présence du CO2 dans l'atmosphère. Puis, je dirais que les pays, dans le fond, multiplient les initiatives, les programmes, les incitatifs, justement, pour développer des solutions. L'Europe, je dirais, est un meneur à cette échelle-là. Puis on a quand même des choses intéressantes à s'inspirer de ce qui se fait. Puis d'ailleurs, le pôle aussi étant je dirais, à ses antennes aussi un peu là-bas. Puis je vais parler un peu des choses qu'on a faites, mais justement, on a retenu dans notre cas des technologies, dans le fond, européennes là, pour nos choses. Fait que, oui, il y a énormément d'initiatives qui se passent à des petits niveaux, à des grands niveaux aussi. Tout à l'heure, c'était ce qu'on voyait de limiter l'utilisation du mazout, tout ça dans le chauffage, par exemple, de serre. Il faut faire chaque action est importante, je pense, puis chacun, on doit essayer d'agir à la mesure qu'on peut le faire. Puis les technologies, ben, ils sont en train de se développer. Présentement, c'est fou, là, mais au niveau technologique, tous les efforts qui se passent présentement, c'est vraiment intéressant. Puis, en tout cas, la COVID, c'est plate, mais ça donne un break à la planète un peu. Puis, je pense que ça va justement peut-être amener à réfléchir autrement, à faire le télétravail, diminuer notre consommation d'essence, tout cas, peu importe. Je pense que tous les moyens, les actions sont bonnes. Donc, au niveau du pôle, je dirais au fil des mois, ça fait 2 ans maintenant là, qu'on travaille plus assidûment, si on veut, là-dessus. Mais dans le fond, là, s'est forgé une définition. Là. Donc, le pôle, c'est un outil de développement économique régional qui veut utiliser la cimenterie comme un catalyseur pour mettre en place une symbiose industrielle. On vise à la substitution des carburants fossiles, donc les intrants, diminuer la quantité de fuel, diminuer la quantité de petcoke, notamment par l'utilisation de biomasse excédentaire qui va être produite, par exemple, par les scieries de la région. Puis, à utiliser les extrants, notamment le CO2 de la cimenterie. Donc, on cherche à créer une chaîne de valeur, puis à utiliser, dans le fond, faire rayonner les technologies propres ailleurs aussi en Gaspésie, parce que dans notre portrait régional, l'utilisation des carburants fossiles, on le retrouve partout, dans nos autos, tout ça. Au niveau il y a des secteurs économiques qui l'utilisent quand même pas mal aussi, les pêches, la foresterie, le transport. Ça fait que nous, ben, c'est sûr qu'on on a amorcé des discussions justement avec ces secteurs-là pour dire est-ce que vous auriez un intérêt à verdir vos activités au lieu de prendre du fuel? Ben, si on pouvait produire par exemple du biodiesel, est-ce que vous seriez preneur? Donc, c'est un petit peu ça. En utilisant la cimenterie comme un catalyseur, on veut faire rayonner ces technologies-là dans d'autres secteurs également d'activité. Les étapes, dans le fond, bien sûr, moi j'ai débuté en novembre 2018. L'organisation a eu à être mise en place. On partait vraiment à partir de zéro, donc à tout à structurer comme tel là, cette organisation-là. Puis nous, a fallu se familiariser aussi avec le procédé de la cimenterie. Moi, j'ai jamais fait de ciment. Là. Il a fallu se familiariser comment ça marche, c'est quoi, qu'est-ce qui est utilisé, c'est quoi les extraits, comprendre le système, parce que si ce matin, on a justement une présentation en cours là, avec l'équipe qui, justement, sur quelque chose qui pourrait être ajouté au niveau du procédé.
ben, il faut comprendre comment ça marche. Tu sais, cette technologie-là, comment on produit ça. Au niveau des technologies de capture, d'utilisation, c'est la même chose. C'est quoi les technologies? On est rendu là-dedans. Ça évolue énormément, mais les technologies de capture, il y en a des matures. Il y a, par contre, les technologies d'utilisation, ils sont vraiment en développement. Il a fallu se familiariser avec ça. Il a fallu se familiariser aussi avec, je dirais, l'écosystème des technologies propres. Puis Audrey a fait une super belle présentation là-dessus. Tu sais, c'est quoi les technologies propres? Moi, une des premières choses, quand je m'ai assis à mon bureau, tu sais, je mets pas, bon, une technologie propre, tu sais, bon, j'avais une vague idée, mais c'est quoi, en fait, une technologie propre? Puis ça sort de où? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis comment on utilise ça? Il a fallu se familiariser, je dirais, avec tous ces éléments-là. On a participé aussi à la réalisation de quelques études, puis on en a aussi en cours présentement. On a réalisé en 2020 un processus avec Ecotech Québec et Ciment Mécanisme. On a réalisé un appel à l'international, un appel à projet pour cibler les technologies les plus intéressantes pour la capture et la valorisation du CO2. Donc, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Quelles entreprises ont des technologies intéressantes à proposer? Donc, de cet appel à innovation-là, on a reçu 42 propositions en provenance de 10 pays. On a fait une sélection à l'intérieur de ça pour aboutir à 6 technologies, capture et ou valorisation, avec lesquelles on poursuit dans le fond la démarche. Puis, de ces 6-là, on va en retenir peut-être 2 ou 3, maximum 4, pour là aller plus loin au niveau études de procédés d'ingénierie, dans le fond, comment on peut désigner un projet intéressant, tout ça. Ça fait qu'on est dans cette phase-là, si on veut, dans notre projet. Ça a été une étape super intéressante, puis je pense ça progresse bien de ce côté-là. Puis, bien sûr, lorsqu'on veut mettre en place une symbiose industrielle, par exemple, de cette nature-là, ben on va utiliser de l'électricité. C'est dans tous les procédés de valorisation du carbone, on a besoin d'électricité, on a besoin d'hydrogène. Donc, l'électrolyse de l'eau, séparer la molécule d'eau en hydrogène, en oxygène, on a besoin de ça. Pour faire ça, ça prend des électrolyseurs. Puis, les électrolyseurs consomment des bonnes quantités d'électricité. Bon, ben, le type de symbiose où on va positionner tout ça, on a-tu la ligne électrique adéquate pour faire nos projets? On a-tu besoin de l'eau? Comment on va désigner ce site-là? Ça fait qu'on travaille aussi à ce niveau-là. J'avais une question pour toi, Guy. Juste pour les gens peut-être qui ne sont pas initiés nécessairement au vocabulaire là, lié au CO2, tu pourrais-tu nous définir un peu qu'est-ce qu'une capture, le stockage versus la valorisation? Puis aussi peut-être dire, bon, on parle de ciment mécanisme dans ce cas-là parce que c'est vraiment le cas que vous travaillez présentement, mais tout type d'entreprise là, qui a des émissions de CO2 pourrait avoir à se poser les mêmes questions. Oui. En fait, le CO2, c'est un gaz qui est émis par la combustion, notamment des carburants fossiles. Pour capter si on veut, valoriser le CO2, parce que l'objectif, dans le fond, qu'on a derrière ça, c'est de diminuer nos carburants fossiles, diminuer l'extraction de carburants fossiles. Tant qu'on va avoir besoin d'acier, des mines, du ciment, tant qu'on va avoir besoin de ces choses-là dans le monde, on va émettre du CO2. Les technologies se raffinent, ils s'améliorent, ils en font moins, ils trouvent des alternatives, mais à la base, on a besoin de ça. Si demain matin, on dit, on construit tout en bois,
puis il n'y a plus de ciment, puis tu sais, bon, ben ça sera un choix de société. Mais tant qu'on va avoir par exemple, c'est le cas du ciment, mais ça peut être du fer, de l'acier, n'importe quel métal, tu sais, toutes les activités industrielles émettent du CO2. Donc, ce CO2-là, pour faire quelque chose avec, pour le capter, ben ça prend des technologies. Fait que nous, dans le fond, dans le monde, à date, il y a des technologies aux amines, il y a des technologies, par exemple, CO2 Solutions, qui était une entreprise du Québec, avait développé aussi une technique de capture à base de carbonate de potassium, puis une enzyme, dans le fond. Donc, un procédé super intéressant. Puis, il y a d'autres aussi procédés, cryogénisation, etc. Mais bref, l'objectif, c'est d'isoler le CO2. Une fois qu'on l'a, ben prendre ce CO2-là, puis on veut en faire des produits. Donc, en le faisant réagir avec d'autres produits comme de l'hydrogène, ben on obtient des chaînes de carbone. Fait que les chaînes de carbone, ça peut être des protéines, ça peut être du carburant, ça peut être du diesel, du jet fuel. On peut produire différentes choses comme ça. En Europe, présentement, il se fait quand même beaucoup de stockage de CO2. Il y a beaucoup de projets de stockage de CO2 parce que, on émet beaucoup de CO2, puis les technologies pour convertir le CO2 ne sont pas encore assez avancées pour convertir les grandes quantités qu'on est en mesure de capter. Ça fait que la différence, ben, on cherche une façon de minimiser son impact, puis on l'enfouit. On peut être pour, on peut être contre, parce que ça ne fait pas l'unanimité en Europe non plus, mais s'ils veulent limiter, dans le fond, le CO2, ben c'est une option qui est envisagée. Donc, c'est un petit peu ça. Fait que donc, le CO2, la capture, c'est l'isoler du gaz. La valorisation, c'est de le prendre puis faire quelque chose avec. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on préconise, ce qu'on veut, c'est le capter puis faire quelque chose avec. Si on fait quelque chose avec, ben là, on crée des emplois, on crée de la valeur ajoutée, on retient nos jeunes en région. Tu sais, derrière tout ça, ce qu'on cherche à créer, c'est une chaîne de valeur, c'est d'amener entre guillemets, une nouvelle économie en Gaspésie. Là. Okay? Je vais enchaîner avec parce que le temps file aussi. Mais au niveau, dans le fond, le pôle, on travaille sur deux aspects. On en a parlé, donc la capture, la valorisation du CO2. Ça, c'est un de nos axes. Le deuxième axe, c'est les carburants alternatifs. Donc, on a en Gaspésie des différents stocks de biomasse qui sont inutilisés. Donc, on cherche on peut-tu faire quelque chose avec? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis valoriser, dans le fond, cet aspect-là. À l'intérieur du projet de la cimenterie, il y a un volet biomasse qui est en cours, qui est en développement présentement. Mais le pôle aussi regarde pour d'autres types de projets. À ce niveau-là aussi, au niveau de prendre par exemple, je vais donner l'exemple de la biomasse forestière. Bon, ben, il y a des entreprises qui développent des technologies pour prendre cette biomasse-là, puis être en mesure de faire du biodiesel avec. Donc, encore là, on parle d'économie circulaire. Ce qui est visé, dans le fond, c'est il y a des produits, il y a des résidus qui sont produits par les scieries. Donc, on pourrait utiliser ces résidus-là pour en faire d'autres produits. Donc, faire du biodiesel. Puis, super intéressant parce qu'il y a une entreprise qui travaille là-dessus présentement. Puis, ce qui va sortir à l'autre bout, c'est vraiment du biodiesel drop-in. Tu es capable de mettre ça direct dans ton auto ou dans ton bateau ou dans tes camions.
Puis, ça fait qu'au lieu d'avoir du carburant fossile, ben on a un carburant qui est d'origine biologique. Puis, ça diminue, bien sûr, l'empreinte aussi d'aller extraire ce carbone-là du sol. Donc, on a les carburants alternatifs. D'ailleurs, ça va être le prochain colloque du pôle en 2021, notre colloque va porter sur les carburants alternatifs. Les prochaines actions majeures qui s'en viennent, bien sûr, on travaille sur, je l'ai glissé un mot, mais sur les caractéristiques de notre futur parc CO2. On a aussi, on veut regarder les potentiels justement d'utilisation. Tu sais, en Gaspésie, la Gaspésie, quand on regarde la production de choses qui peuvent être faites à partir de biomasse ou à partir de différentes choses, tu sais, la Gaspésie, on n'est pas beaucoup de monde. Puis on est sur un grand territoire. Fait que des déchets, on en a. Quand tu viens à vouloir faire des études de cas, on n'a peut-être pas tant que ça. Tu sais, c'est comme plate. Tu es comme entre les deux. Tu es comme toujours entre les deux un peu. Ça fait que tu n'as pas le choix que de regarder pour éventuellement l'exportation de choses comme ça. Parce que quand tu mets un projet en place, ben, tu peux pas faire un projet et dire je vais faire une cuillère à soupe de biodiesel. Là. Tu sais, ça prend un certain volume, ça fait que mais en Gaspésie, tu sais, on sait-tu vraiment c'est quoi qu'on pourrait utiliser? Tu sais, je pense pas qu'on a des données, des données là-dessus. Tu sais, fait que je crois que ça serait avantageux qu'on puisse cartographier c'est quoi nos potentiels en région pour utiliser des sous-produits comme ça. Après ça, bien sûr, on veut sélectionner les technologies là, de capture puis de valorisation du CO2 avec lesquelles on va continuer dans le fond de notre étude. On a aussi à sélectionner, on va regarder à sélectionner aussi des technologies au niveau pour valoriser la biomasse forestière. Je sais qu'il y en a des technologies qui produisent, par exemple, du biocharbon qui est vraiment, une grande valeur calorifique. Est-ce que ce biocharbon-là pourrait être utilisé, par exemple, pour remplacer encore plus de coke de pétrole au niveau de la cimenterie? Peut-être, faut qu'on regarde ces aspects-là. Je sais par exemple, en Angleterre, il y a un projet qui se fait là-dessus. Fait que ça pourrait être intéressant. Au niveau de la séquestration, je pense, sans nécessairement que ce soit notre objectif, mais je pense qu'il faut comprendre comment ça marche, puis y a-t-il des possibilités, puis ça représenterait quoi, puis comment ça marcherait. Puis, mais c'est pas nécessairement notre objectif, mais je pense qu'il faut, pour avoir un portrait complet, je pense qu'il faut comprendre comment ça marche. On est à ce niveau-là. Puis aussi, bien sûr, c'est une question de développement aussi au niveau du pôle, développement des affaires, développer notre réseau de contacts, de partenaires, etc. Donc, un peu en conclusion, la vision du pôle sur le déploiement des technologies propres, c'est dans le fond, nous, notre cas, dans le fond, d'utilisation ou de valorisation des technologies propres, je pense, moi, que on peut faire vraiment un plus pour la réduction des GES, justement, au niveau régional. Les plans, par exemple, tu sais, les gouvernements canadiens du Québec se donnent des objectifs des cibles de réduction 2030, on va avoir tant de GES de moins, tout ça. Mais tu sais, est-ce que ces plans-là devraient être ramenés au niveau régional? Parce que tu peux pas demander le même effort à une région versus un autre de diminuer ses GES. Tu sais, à Montréal, je sais pas comment est-ce qu'il y a d'auto, là, mais il y en a pas mal plus qu'en Gaspésie. Là. Ça fait que chaque région a comme sa réalité, puis je pense que chaque région peut faire un effort pour diminuer ses GES, mais je pense qu'on n'a pas de plan là-dessus. Là. Ça pourrait être intéressant d'en avoir un. Donc, les régions du Québec devraient peut-être se doter d'un plan vert
qui justement, va dire, ben nous autres, regarde, nos actions, ça va être ça, puis notre contribution dans l'atteinte de la cible de 2030, ben, ça va être ça. T'sais. Je pense que ça c'est des choses qui pourraient être regardées. Un programme qui vise l'établissement de symbiose industrielle à l'échelle régionale. Notre cas, nous, dans le fond, avec Ciment Mécanisme, puis le rayonnement qu'on va avoir à d'autres secteurs d'activité en Gaspésie, c'est un exemple, c'est un cas. Mais je reviens toujours, moi, à mon exemple d'un bocal. Si je veux remplir mon bocal, là, en premier, là, je mets mes grosses roches. Ben, est-ce que, justement, à l'intérieur des programmes de réduction, le gouvernement n'aura pas avantage, justement, à mettre en place des comités. Nous autres, c'est un pôle, mais des comités qui vont travailler avec, par exemple, les industries qui sont en place. Il y en a à Port-Cartier, il y en a partout. Puis pour vraiment cibler, aider à cibler les actions à réaliser pour diminuer les GES, puis vraiment mettre vraiment le doigt pour accélérer, dans le fond, les possibilités de réduction de nos GES. Je crois que l'initiative qu'on a en Gaspésie, et je pense qu'elle est vraiment valable, elle est vraiment intéressante, puis elle peut être reproduite ailleurs aussi. Je trouve que ça pourrait être. Après ça, au niveau, bien sûr, on doit, puis le pôle le fait aussi, mais on doit s'associer avec des chaires de recherche ou avec des établissements d'enseignement, mais ça doit être régionalisé. Il faut que les chaires, il faut qu'ils soient en région, il faut qu'ils travaillent à déployer les solutions, à trouver des solutions, des innovations au niveau régional. Parce que, je veux dire, il n'y a personne qui connaît tout. Puis les universités en connaissent un bout. Les industries eux-mêmes connaissent bien leur contexte d'opération, puis tout ça. Fait que je pense qu'il faut qu'il y ait un maillage qui se fait comme ça. Pour que ce soit efficace, bien, il faut vraiment que ce soit au niveau régional. Voilà. Merci Guy. Je suis conscient que je t'ai donné un gros défi de pouvoir résumer à une vingtaine de minutes la mission et les projets du pôle, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que tu dois quitter d'ici quelques minutes, mais je m'en voudrais de ne pas laisser l'occasion aux gens qui auraient des questions de te les poser directement. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui aimeraient poser une question à Guy? Oui, moi j'en ai quelques-unes. J'aimerais savoir, Guy, c'en est où le projet d'intégration de la biomasse à la cimenterie de Port-Daniel? La biomasse, ça chemine. Écoute, présentement, ils sont en train de terminer. Il y a une étude de faisabilité qui est en train de se faire, qui est en train de se terminer. Ils avaient fait une étude d'approvisionnement, à savoir combien qu'il y en avait, puis comment organiser, dans le fond, la structure un peu de cet approvisionnement-là. Ça a été fait, mais ça doit se compléter avec, justement, c'est quoi les équipements qui vont être nécessaires avec ça, comment ça peut s'imbriquer avec la cimenterie, pour sécher la biomasse, on peut-tu réutiliser de la chaleur, puis tout ça. Fait que, présentement, l'étude de faisabilité est en train de se terminer. Ça fait que ça avance quand même bien. Suite à ça, là, il va y avoir des directions qui vont être prises là, pour la suite. Là. Puis, quel processus de validation par le public est envisagé pour l'implantation de cette filière-là à la cimenterie? Tu veux dire la biomasse? Oui. Écoute, là-dessus, je pense que ça va être, moi, c'est pas le pôle comme tel qui est impliqué là-dedans. Ça va être davantage la cimenterie, puis les partenaires, tu sais, ce projet-là, il se fait en partenariat avec les communautés autochtones, avec l'industrie forestière. Tu sais, les coopératives forestières sont présentes dans ce projet-là. Ça fait que j'imagine, puis ils ont un comité comme tel de travail. Fait qu'ils doivent avoir, j'imagine, des choses là-dessus. Là. Nous autres, on n'est pas à ce niveau-là.
Juste un Est-ce petit qu'il y a détail, moyen que... Guy, est-ce que tu serais juste capable de mettre fin à ton partage d'écran juste pour que tout le monde puisse te voir dans la présentation? OK. Sinon, c'est pas grave. Attends un peu. Ah, excellent, ça fait. Ah, OK. Je te laisse poursuivre, Pascal. Oui, merci Dominique. Sinon, est-ce qu'il y aurait moyen qu'il y ait une validation publique de toutes ces technologies-là que vous voulez potentiellement implanter autour de la cimenterie? On n'a pas eu la satisfaction d'avoir un BAP autour du projet de cimenterie. Moi, j'ai des profondes réserves par rapport à l'implantation de la filière biomasse à la cimenterie, notamment en lien avec la capacité forestière qu'on a en Gaspésie. On sait qu'il y a déjà, je me suis fait confirmer par quelqu'un qui était responsable des expéditions de navires de copeaux de bois à l'extérieur de la région, que ça arrivait qu'on chippe des vannes de bois complets pour finir de remplir les chargements. Je trouve que c'est une situation qui est profondément déplorable, qu'on fasse de la chip avec nos forêts pour faire de la biomasse avec. Puis, j'aimerais à tout prix qu'on évite de faire ça avec la cimenterie. Puis, je pense pas que c'est évitable avec la cimenterie, mais bon, c'est mon opinion. Mais j'aimerais avoir un processus, un BAP, pour valider ou infirmer cette hypothèse-là. Est-ce qu'on a la capacité forestière en Gaspésie pour fournir la cimenterie en biomasse? Et est-ce qu'on peut soumettre cette évaluation-là de la capacité forestière aux yeux du public? Puis... Là-dessus, moi, je partage ton idée sur le fait que je pense pas qu'on doit, puis c'est pas ça qui est envisagé non plus, là, mais je pense pas qu'on doit rentrer en forêt et dire on coupe du bois pour le chipper, ça n'a aucun sens. C'est pour aller faire de la biomasse. Là. À moi, la forêt, elle doit être exploitée de façon à créer une chaîne de valeur, avoir une chaîne de valeur au niveau de la forêt. Les bois entrent dans les scieries. On fait du sciage. Le sciage a des résidus. Ça fait qu'en premier, c'est ces résidus-là qui sont analysés pour le procédé de biomasse. J'ai regardé l'étude de préfaisabilité, puis ce qu'on dit là-dedans, c'est qu'il y a une forêt, qui s'est générée après un incendie en arrière de Saint-Elzéar, et cette forêt-là, le bois ne deviendra jamais de diamètre commercial, et ce qu'on planifie faire, c'est raser cette forêt-là pour approvisionner la cimenterie en biomasse. Donc, on ne parle pas de matière résiduelle de moulin à scie, puis déjà, c'est dans l'étude de préfaisabilité sur l'intégration de la biomasse à la cimenterie. On parle, tu dis, Guy, que tu ne voudrais pas qu'on coupe des arbres pour les envoyer là, mais c'est déjà dans les plans de le faire. Comment est-ce que vous conciliez ça? Je laisserai, Pascal, peut-être une dernière question, réponse à Guy, parce qu'il doit quitter à 10h05 et notre activité devait terminer à 10h pour laisser les gens poser peut-être aussi une question. Guy, je te laisse peut-être conclure de ce côté-là. Oui. Écoute, en gros, c'est sûr que l'option de raser des forêts, c'est vraiment pas dans l'objectif du projet de biomasse. Ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Plus quand les études ou c'est l'étude de faisabilité va être avancée, à ce moment-là, on va avoir, j'imagine, un enlignement qui va se prendre par rapport à ça. Mais c'est vraiment des résidus qui sont gardés. Merci, Guy. Merci, Pascal, pour tes questions. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions du public, peut-être une dernière avant de terminer l'activité de ce matin. Ça semble faire le tour. Un gros merci, Guy. Je te laisse aller. Je sais que tu as un autre Zoom à l'instant. Donc, si jamais vous auriez des questions pour nos deux invités, je comprends, Pascal, ça passe beaucoup trop vite là, pour les questions que tu avais. N'hésitez pas, on va pouvoir aussi vous partager les coordonnées d'Audrey qui était parmi nous et de Guy. Merci à vous deux. Donc, oui, ça me fait plaisir.
Un gros merci. Puis je vous souhaite aussi, pour nous, c'était notre dernier déjeuner d'une série de 3. Mais on va vous revenir définitivement à l'hiver avec un nouveau concept. Donc, restez à l'affût. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Dominique. Merci à tous. Merci beaucoup tout le monde.